Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 politique sur TV78. Merci de nous rejoindre. Deux invités aujourd'hui. Bruno Millienne, le président du Modem des Yvelines, réélu à ce poste fin novembre. Nous parlerons avec lui de sa formation, mais aussi de sa place au sein de l'hémicycle. Bruno Millienne, soutien de La République En Marche, est aussi député de la 9e circonscription. Avec Isabelle Tisse-Saint-Jean, conseillère régionale d'Île-de-France, il sera question de la refondation du PS. Elle est membre de la direction collective du parti. Elle nous dira comment elle envisage l'avenir. Et puis, nous accueillerons aussi sur ce plateau des lycéens de Montigny-le-Bretonneux, élèves de terminale ES. Ils jugent l'action des élus et nous parlerons aujourd'hui de la sélection à l'entrée de l'université. Isabelle Tisse-Saint-Jean, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Conseillère régionale d'Île-de-France, je le disais, membre de la direction collective du Parti Socialiste. Vous êtes universitaire également. Le PS qui traverse une crise profonde, on va dire clairement les choses aujourd'hui, après une élection présidentielle délicate. Depuis, le candidat Benoît Hamon a lancé son propre mouvement. Alors qui aujourd'hui pour porter la voix de ce parti et puis surtout quel message véhiculer? C'est aujourd'hui tout le travail qui vous occupe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parti Socialiste a toujours néanmoins un avenir? Alors moi j'en suis absolument convaincue. Je suis absolument convaincue que dans le paysage politique extrêmement compliqué dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec une crise démocratique, parce qu'il ne faut jamais oublier que le premier parti de France, c'est d'abord l'abstention, et que beaucoup de nos concitoyens se détournent de la représentation démocratique. Dans cette crise politique de fragmentation, de recomposition, eh bien, je crois que oui, il y a tout à fait la place pour une offre politique qui est celle que je crois qu'il faut que nous portions, absolument préoccupée des problématiques de justice sociale et d'inégalité, et en particulier de la situation des plus fragiles d'entre nous, qui est profondément attachée à la démocratie, qui est profondément préoccupée des questions environnementales et écologiques, et notamment climatiques, mais pas seulement, et qui par ailleurs porte l'Europe tout en étant absolument lucide, et c'est probablement l'une des racines des difficultés dans lesquelles nous sommes, du fait que, bien sûr, en tant que socialiste, on est les héritiers de Jaurès et de Blum, mais que le XXIe siècle est un siècle qui se traduit par l'irruption d'un certain nombre de problématiques totalement nouvelles et qui nécessitent qu'on reprenne les choses. Mais on n'entend pas le Parti Socialiste sur ces questions-là aujourd'hui au niveau national, c'est difficile. Le PS est difficilement audible. Alors c'est difficile pour plein de raisons. C'est difficile parce qu'effectivement, on traverse une crise majeure. Les élections nous ont laissé dans un état de fragmentation, de tensions internes absolument, mais qui ont marqué tout le quinquennat. Et je pense qu'il faut vraiment faire l'analyse lucide des responsabilités des uns des autres sur cette situation, qu'il faut recontextualiser dans une crise de la social-démocratie dont les origines sont celles que je mentionnais tout à l'heure. Donc il est difficilement audible. En même temps, et donc moi j'ai eu la responsabilité de ça, on a décidé de prendre un moment ensemble pour travailler sur le fond avec les militants. Quand je dis ensemble, c'est les forums de la refondation que vous pilotez notamment, qui se tiennent dans toutes les fédérations, dans les sections, alors de manière plus ou moins active selon les lieux, mais il se passe beaucoup de choses, et par ailleurs il y a une série d'entretiens à Solferino avec un certain nombre de chercheurs et d'intellectuels que je pilote sur les grandes questions qui font rupture. Donc il n'y a pas, et quant à la question de qui pour incarner, ne commençons pas par ça. La personne qui incarnera le Parti Socialiste, elle devra surtout être porteuse du projet que collectivement, et quand je dis collectivement, c'est l'ensemble des militants, c'est pas les chefs à plumes qui sont là-haut, ça n'a pas de sens aujourd'hui. C'est l'ensemble des forces militantes du Parti Socialiste qui travaillent, qui ensemble élaborent une offre politique. Et celui ou celle ou ceux d'entre nous qui seront chargés
de conduire le parti, le conduiront fort de ce projet. Et ça ne sera pas fini après le Congrès. Ça, je pense que c'est très important. Le Congrès, ce sera au mois d'avril. Au mois d'avril, début avril. 7 et 8 avril à Paris. Et ça ne sera pas fini à ce moment-là. C'est-à-dire que la réflexion, à mon avis, elle doit continuer après. Ce n'est pas un congrès de clarification entre deux gauches. Il faut une cohérence néanmoins, parce qu'aujourd'hui, même sans parler des noms, il y a tout de même des noms qui ressortent. Najat Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll, Julien Drey. Est-ce que tous ces gens-là ont des points communs? Mais bien sûr, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a une cohérence en fait absolument extraordinairement forte en fait à l'intérieur du Parti socialiste, et ça tombe bien qu'on nous a fait pendant tout le quinquennat le coup des deux gauches irréconciliables qui étaient en fait, je suis désolée de le dire, mais quand même des moyens d'occuper des postes et d'avoir des stratégies personnelles qui ont il faut faire l'analyse de ce qui s'est passé, et je pense qu'il faut faire des autocritiques partout. Mais on voit bien quand même comment ça a été instrumentalisé de tous les côtés, et que ça s'est traduit par des Français qui nous ont regardés absolument sidérés en se disant mais qu'est-ce qui se passe avec un bilan du quinquennat Vous êtes sévère avec ce bilan du quinquennat, François Hollande? Alors c'est droit d'inventaire, c'est-à-dire que je considère qu'il y a des choses positives dans le bilan, qu'il y a eu des choses, par exemple un truc qu'on dit jamais, cette politique a été redistributive. Il faut quand même le dire à un moment. Dans un moment de montée des inégalités, cette politique a été redistributive. À côté de ça, il y a des choses dont l'incapacité d'écrire un récit politique, d'expliquer aux gens ce qu'on fait, le fait d'avoir minoré la crise de la fin des années 2000, qui laissait le pays dans une situation quand même de très grande gravité. Des problématiques comme la loi travail, la manière dont elle a été menée, et sans parler de la déchéance, et je rajouterais la question universitaire dont j'imagine que vous allez parler tout à l'heure. Moi, je suis extrêmement sévère à l'égard du bilan sur les universités et sur la recherche. Il y a un certain nombre de points qui sont des points négatifs, il y a des points positifs. Il ne faut pas se dire que nous n'avons pas agi, nous collectivement, agi positivement. Je pense que dans les points négatifs aussi, le repli sur un parti socialiste de plus en plus étriqué en gouvernance. Tout ça, c'est des choses qu'il faut dire directement, qu'on est en train de se dire entre nous. La situation de Benoît Hamon aujourd'hui? Moi, je rappelle, Benoît Hamon, qui était votre candidat à l'élection présidentielle, qui était aussi député dans la 11e circonscription des Yvelines. Il a perdu son siège. On peut aussi aller un petit peu plus loin parce qu'il est conseiller régional. Il a fondé un nouveau groupe. Non, il n'a pas fondé. Il a rejoint un nouveau groupe avec les écologistes. Avec Sandrine Grandgambe, qui était la responsable du PS dans le département des Yvelines, qui a été écartée depuis. Alors, on va faire quand même un mot sur la fédération du PS dans les Yvelines, mais déjà sur Benoît Hamon en tant que tel. Par rapport à sa campagne, par rapport à son programme, par rapport à sa position aujourd'hui, vous pensez qu'il a fait du mal au PS ? Non, moi je me désole, vraiment je me désole de cette situation. Alors je sais qu'on est dans une forme d'irréversible, mais je m'en désole parce que, en fait, quand on regarde les choses d'un peu loin, quand on essaye de voir les projets, les principes, les valeurs, je ne vois pas où est la différence entre Benoît Hamon et le Parti socialiste. Je ne comprends pas. Il se dit, il porte fortement l'écologie, il l'a porté fortement dans la campagne, mais le Parti socialiste s'était dit social-écologiste depuis un moment. Pendant le quinquennat, c'est quand même des questions. Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin, il faut aller plus loin, plus vite. Mais la question des accords de Paris, c'est quand même pas rien. La loi de transition énergétique, c'est quand même pas rien. Si on prend un autre sujet, le revenu universel dont on a beaucoup débattu pendant la campagne qu'il a porté, c'était, nos concitoyens ne le savent pas, mais c'était inscrit dans ce qu'on appelle les cahiers de la présidentielle, exercice fait par le Parti socialiste qui avait porté cette proposition. Donc, où est la différence ? On est tous d'accord. Il a eu tort de se mettre à la marge du Parti socialiste. Mais oui, moi je pense qu'il a tort parce que ça fragilise la famille que nous sommes, la famille au sens noble du terme, la famille que nous sommes, porteurs d'idées, de principes, de valeurs et d'un projet sur lequel il faut qu'on travaille ensemble. Donc moi je me désole de cet épisode. Je ne sais pas comment ça évoluera à l'avenir. Je pense qu'il faut vraiment
assez rapidement, enfin en tous les cas, moi la mission que je me suis donnée, c'est de faire en sorte qu'on ait un parti socialiste qui soit pleinement en phase avec les défis, les enjeux, et porteur quand même d'un espoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement pointer les défis, on a des opportunités, on a des choses à dire, et on a à convaincre nos concitoyens que quand on est élu, c'est pas simplement pour obtenir des pseudo-privilèges, mais c'est parce qu'on veut concrètement changer leur vie au quotidien, les transports, leur logement, l'éducation, l'université pour les jeunes. Il y a beaucoup de chantiers qui vont vous occuper dans les prochaines années. On arrive à la fin de cet entretien, de cet échange. Juste un mot concernant le Parti socialiste des Yvelines. Aujourd'hui, le Parti socialiste des Yvelines qui est en période de transition aussi, puisque je le disais, Sandrine Grandgombe n'est plus sa responsable pour l'instant. Comment vous jugez la situation ? Il y a une reconstruction complète à faire dans le département des Yvelines ? Oui, je crois. Oui, je crois. Et ça va être. Enfin, c'est à l'aune de ce qui se passe dans le Parti socialiste. Donc, on est dans un épisode de refondation. J'ai dit tout à l'heure que, selon moi, ça ne s'arrêtait pas au Congrès, que c'était. Il fallait se projeter plus loin que ça. Et donc, évidemment, dans les Yvelines, tout est d'une certaine manière à reconstruire, puisque c'était une fédération où la personnalité de Benoît Hamon était quand même très, très, très présente. Il a décidé de nous quitter pour monter son mouvement personnel. Voilà, donc il faudra qu'on fasse... aussi avec ce congrès qui se tiendra mais avec tout ce qu'on porte, avec les militants qui sont à nos côtés pour avancer. Forum de la refondation qui se déroule en ce moment, et puis le congrès, ce sera tout début avril au niveau national pour le Parti socialiste. Isabelle Saint-Jean, merci. Restez avec nous encore quelques instants, le sujet d'après va forcément vous intéresser. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes deux étudiants, élèves de Terminale ES au lycée Émilie de Breteuil, Guillaume et Emma, et vous intervenez aujourd'hui pour nous parler de la sélection à l'université, un sujet qui va forcément vous intéresser en tant qu'universitaire. Alors, quel regard portez-vous sur cette question ? Alors, on est le 1er décembre. Les enfants, ce matin, ont eu la joie de découvrir la première case du calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, c'est un peu comme l'histoire du Père Noël. C'est enfantin. Quand on grandit, l'histoire s'arrête. Et ce qui est sympa avec le gouvernement, c'est qu'on a l'impression que, justement, l'histoire continue. On a, depuis le mois de juin, l'impression d'ouvrir tous les jours une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Et la dernière surprise en date, c'est la sélection à l'université. Contextualisons un peu notre réveil de ce matin en découvrant la sélection. Donc du coup, pour la première fois depuis des années, le budget de l'enseignement supérieur a été baissé par le gouvernement Emmanuel Macron de 330 millions d'euros. L'augmentation du nombre de naissances dans les années 2000 va faire que les effectifs dans les universités vont être croissants d'année en année, et du coup, de moins de prétendants à l'université. APB était un système qui était défaillant et injuste. L'année dernière, 3000 lycéens sont quand même restés sur le carreau sans affectation, et ont dû travailler du coup dans l'attente d'une seconde phase d'admission. Il fallait effectivement revoir ce système. Donc la logique serait bien entendu d'augmenter les moyens pour construire des universités plus grandes, et aussi permettre à nos bacheliers d'intégrer du coup les filières auxquelles ils sont destinés. Mais au contraire, le budget prévisionnel de 2017 pour l'année 2018 prévoyait une baisse de 330 millions d'euros sur l'actuel budget de l'enseignement supérieur. L'université ne souffre pas d'un manque de sélection, mais au contraire des conséquences de la sélection par l'échec organisé au sein des premiers cycles, dont sont victimes en priorité les étudiants précaires et qui sont issus pour la plupart des milieux populaires. Donc, quelle est donc cette fameuse surprise, celle que nous prépare le gouvernement ? Le gouvernement propose un plan étudiant quelques mois avant la fin de l'année scolaire, provoquant forcément l'incertitude des lycéens et de l'administration lycéenne et universitaire. Donc il s'agit de Parcoursup, le nouvel APB qui a été nommé conjointement avec le ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, Madame Vidal. Il n'a pas encore fait ses preuves, donc nous ne pouvons pas juger de son efficacité, mais on peut toujours s'interroger sur plusieurs choses. Déjà, on juge favorable la fin du tirage au sort qui était profondément injuste. Cette méthode ne permettait pas à tous les étudiants d'accéder à l'université aux filières qu'ils souhaitaient, mais du coup, l'école de la République se doit donner les mêmes chances à tous, et la mise en place d'une sélection qui trie les bacheliers, c'est aussi bafouer ce droit à l'université à tous.
Ça nous certifie également que ceux qui auront les meilleurs dossiers seront acceptés en priorité. On pense sérieusement que c'est une mauvaise réponse aux problèmes de démographie et au manque de moyens qui sont en cours actuellement. Il y a une volonté des jeunes de se former et on n'y répond pas en renforçant ce système élitiste, un système très élitiste qui est notamment fondé sur la participation au financement des écoles privées. L'État y participe à hauteur de 20%. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont déjà le plus avantagés économiquement seront également avantagés scolairement. Donc ça renforce évidemment ce système élitiste et qui ne permet pas de gommer les inégalités de la société. Donc très critique tous les deux sur cette réforme qui se met en place des universités. Très critique. Assez. Quel regard vous portez sur ce que vous entendez ? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est dans les points noirs du dernier quinquennat, il y a le fait qu'on n'a pas été à la hauteur sur l'université et sur la recherche. On décroche par rapport à tous les autres pays, grands pays. On avait une force extraordinaire qui était notre recherche et notre système d'enseignement supérieur, même s'il a beaucoup de fragilité, et on n'a pas redonné l'élan nécessaire dans un moment où, vous l'avez dit tout à fait justement, on a un choc démographique dont il faut se réjouir, mais qui est extrêmement fort. Il aurait fallu construire à peu près 2 universités par an. Les chiffres, c'est ça. Et on ne l'a pas fait. On l'a fait à la fin du quinquennat. Il y a eu un rattrapage et c'est bien. Mais il y a eu une erreur majeure qui a été le tirage au sort pour la sélection. Ça, c'était incompréhensible. Ça se faisait déjà, en fait, dans les universités. Donc, évidemment, il ne fallait pas faire ça. Il fallait mettre des moyens considérables. L'échec en premier cycle, c'est absolument multifactoriel. Il fallait jouer ce qui a été fait quand même, sur les bourses, sur le logement, sur la vie des campus, mais il fallait amplifier cet effort. Et là, effectivement, juste en un mot de conclusion, effectivement, là, nous avons un principe de sélection dans un moment où il faudrait amener plus de jeunes de tous les milieux sociaux à l'enseignement supérieur. C'est nécessaire pour eux et c'est nécessaire pour nous tous. C'est l'avenir. Merci Isabelle Téchardon d'être venue participer à ce 7-8 politique. Un mot de conclusion peut-être aussi, si vous aviez un dernier mot rapidement. Pourquoi est-ce qu'on aurait préféré un chocolat ce matin en ouvrant la case de notre calendrier de l'Avent? Tout simplement parce qu'on était plutôt sage cette année et qu'on aurait voulu commander au Père Noël un droit d'accès à l'université pour tous, parce que l'université c'est un droit, ça ne doit pas devenir un privilège, et qu'on voudrait des moyens supplémentaires pour pouvoir s'y épanouir et non pas avoir des échecs comme ce qu'on a en ce moment. Donc on espère que le gouvernement prendra de bonnes résolutions pour l'année 2018. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aussi pour cette chronique autour de la réforme des universités. Merci à Guillaume et à Emma, élèves de Terminale ES au lycée Émilie de Breteuil. Merci à vous, merci à tous les trois. Un nouvel invité va nous rejoindre à présent, Bruno Millienne. C'est le responsable du MODEM dans le département des Yvelines. Il est également député des Yvelines. Bruno Millienne, bonjour, je vous en prie, installez-vous. Voilà, vous avez été réélu à la présidence du MODEM dans le département des Yvelines fin novembre. Réélu à 97,4%, petite précision. Vous étiez le seul candidat. Oui, ça a été un suspense insoutenable, je vous le confirme. Ça sera le mandat de la continuité ? Oui, Il y a beaucoup de chantiers. Il y a des chantiers parce que notre situation a un tout petit peu changé par rapport à la dernière fois, vu que nous sommes une des 2 jambes de la majorité présidentielle, même si elle est un petit peu plus courte en nombre de députés, mais malgré tout, on a notre place. Et donc, ça a forcément des incidences sur les fédérations départementales, avec un axe peut-être beaucoup plus politique que ce qui avait été fait précédemment. On s'est beaucoup occupé de formation, de détection, de trouver des gens. Et maintenant, il faut effectivement qu'on les forme politiquement dans la ligne de nos valeurs. On ne quittera pas nos valeurs. Parce qu'il y a une priorité, ce sont les élections européennes aussi, voire locales aussi, mais il y a les élections européennes, c'est important. Alors, pour le MODEM, parti européen. C'est important pour le MODEM, ça l'est aussi pour le parti du président Emmanuel Macron, puisque vous voyez bien que sur l'Europe, on est parfaitement en phase et en ligne avec La République En Marche. Et je salue d'ailleurs l'initiative du président ainsi que du gouvernement de passer à des listes nationales, parce que ça va nous permettre d'avoir un débat de fond, de ne pas régionaliser justement le débat sur l'Europe et d'aller au fond et de pouvoir mesurer à quel point il est important que tout le monde se mette autour de la table dans l'Europe, au moins sur la zone euro, pour qu'on puisse reconstruire cette Europe qui a été une Europe marchande jusqu'à maintenant, de libre marché, de libre concurrence, et qu'on fasse enfin l'Europe de la fiscalité et l'Europe sociale. Pour parler du MODEM et du paysage politique, et pour être bien clair, aujourd'hui, le MODEM arrive à exister au sein de La République En Marche ? Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui d'hier soir.
où nous étions dans ce qu'on appelle, vous savez, les niches. En fait, les groupes parlementaires ont droit à une journée par an pour faire des propositions de projets de loi. Et bien hier, nous avons passé une résolution qui est sur les associations, et nous avons passé surtout quelque chose de très important qui était attendu par les territoires et notamment par les intercommunalités. C'est une précision sur la loi qui rentre en exécution au 1er janvier 2018 sur la taxe GEMAPI qui existe déjà et dont la compétence était transférée aux EPCI. Eh bien, aujourd'hui, on a réussi hier, à l'unanimité, c'est passé dans l'hémicycle, de laisser le choix encore aux intercommunalités pendant 2 ans de déléguer cette compétence soit aux sociétés mixtes, d'économie mixte ouvertes qui sont en place déjà et qui traitent de cette question-là de manière à ne pas aller dans l'erreur et redonner une compétence à un EPCI qui, pour l'instant, ne s'en est pas forcément pris en charge. Voilà, c'est le genre de choses, effectivement, qu'on amène. Après, on a des combats à l'intérieur de la majorité qu'on gagne pas forcément. On s'est battu notamment sur la page, on n'a pas gagné. On s'est battu sur la CSG parce qu'on trouvait que le seuil était trop bas et qu'il fallait mettre un seuil qui était un seuil de la moyenne des retraites perçues par nos retraités. On n'a pas gagné. Bon, voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. Frustration néanmoins? Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu en tant que représentant MoDem au sein de cette majorité République En Marche? Alors oui, on est entendu. On est entendu parce qu'il y a des choses qui se passent en amont avant que ça arrive dans l'hémicycle quand même, heureusement. On a des relations assez fluides avec les cabinets ministériels, que ce soit Matignon ou les différents ministères pour lesquels on travaille. Moi, je suis très en relation très souvent avec le cabinet de Nicolas Hulot et je dois dire que ça se passe excessivement bien. Et ce qui est important à noter, ce dont on aurait pu avoir peur, c'est qu'ils ont besoin énormément de remontée du terrain et donc notre présence en circonscription est importante parce que c'est grâce à ça qu'on peut des fois corriger certaines petites tendances sur certains textes, avant même qu'ils arrivent à l'hémicycle. Quelques questions tout de même liées à l'actualité, votre regard par rapport à tout ça, on va profiter de votre présence. Vous n'êtes pas là uniquement pour parler de cette fédération Yvelines MoDem. Il y a eu le vote de ce budget en large majorité à première lecture à l'Assemblée, c'était fin novembre. Ce budget recettes, dépenses, est-ce qu'il vous satisfait ce texte avec un objectif, revenir dans les clous européens des 3% de déficit? Alors, revenir dans les clous européens des 3% de déficit, c'est une nécessité. On a atteint un taux d'endettement qui est insupportable. Et si on veut envoyer des signes de confiance vers les pays étrangers, et notamment vers nos partenaires européens, il faut qu'on rentre dans les clous. Donc c'est vrai que le budget était contraint, parce que quand même, on a trouvé quelques mauvaises surprises en arrivant, et notamment, alors vous me direz, c'est toujours pareil, la dernière année d'un quinquennat, on ouvre le chéquier, on fait des chèques, et évidemment, il n'y a pas l'argent pour honorer ces chèques. Malgré tout, on a réussi, dans un budget contraint, on a réussi l'exercice. Alors d'aucuns diraient qu'effectivement, on n'a pas mis assez là ou là. Bon, ça, on l'entend. Mais le premier but de ce budget, c'était qu'il soit sincère. Et c'est le cas. Et 2, surtout qu'on contienne le déficit en dessous des 3%. Donc on est à 2,8, 2,9. Et du coup, l'exercice a été réussi. C'était pas facile. Je tiens à féliciter Bruno Le Maire et Gérald Darmanin parce que l'exercice cette année était particulièrement difficile. Il y a des mesures emblématiques, sans parler de la transformation de l'ISF, peut-être plus sur la taxe d'habitation qui sera exonérée pour 80% des ménages. Ça va s'échelonner sur plusieurs années. Oui. C'est pas forcément très bien vécu par les collectivités sur les ressources aujourd'hui. Mais parce qu'il y a eu une campagne de désinformation sur la taxe d'habitation qui a été énorme. Alors, bien joué, l'opposition a là parfaitement dans son rôle, je dois le reconnaître. La taxe d'habitation, c'est la ressource majeure pour les collectivités. Alors, 2 points là-dessus. 1, elle est compensée à l'euro parce que ce n'est pas, c'est pas une compensation, justement, c'est un dégrèvement. Donc, ça veut dire que les maires toucheront à l'euro ce qu'ils ne percevront pas des administrés. 2, quand j'entends les maires dire qu'on n'a plus de levier fiscal, ce n'est pas vrai. Là, je vais être très clair, du coup, ça va éclairer les administrés, c'est très bien. Ce n'est pas vrai, on va prendre un exemple simple. Vous avez une taxe d'habitation à 10%. D'accord ? Vous avez 80% de votre population qui est exonérée de cette taxe d'habitation. Le maire a besoin, pour des raisons d'investissement sur sa ville, d'augmenter, de passer la taxe à 12%. Là, je vais être très clair, il y a des gens qui l'ont peut-être pas compris. Tous ceux qui n'étaient pas exonérés vont payer 12%. Et ceux qui étaient exonérés vont payer 2%. Voilà, donc, alors ça va être compliqué pour les maires d'expliquer ça, parce que d'un côté on leur dit vous êtes exonérés de la taxe d'habitation, de l'autre côté, s'ils se tirent du levier, il y aura un petit pourcentage. Mais enfin, 2%, c'est quand même beaucoup mieux que 12%. Allez, un tout dernier mot, Bruno Millienne. On évoquait tout à l'heure la place du MoDem au sein de La République En Marche, et quelquefois, vous prenez position aussi sur des sujets où vous n'avez pas forcément les bonnes grâces de La République En Marche, et sur un point très précis, c'est l'intégration de la Grande Couronne dans le nouveau Grand Paris. C'est l'inverse de ce qui doit être acté à normalement la fin de l'année. Alors là, vous avancez sur le fait que c'est l'inverse de ce qui doit être acté.
le président Macron a consulté. En tout cas, c'est pas ce qui se dit. En tout cas, votre position, c'est l'intégration de la grande couronne dans le nouveau Grand Paris. Alors allons-y. Non, mais c'est pas une question d'avoir les dernières infos ou pas. Je vous dis ça, mais je sais qu'il a reçu tous les responsables politiques d'importance. Moi, je fais simplement une remarque concernant la région métropole, comme je l'appelle, ou la métropole régionale, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi je veux que ce soit sur le périmètre de l'Île-de-France? D'abord, si on reste sur le périmètre qui est inscrit aujourd'hui, on va encore ostraciser un petit peu plus la grande couronne, et ça, c'est insupportable. Déjà qu'on n'a pas vraiment les moyens, on n'a pas les mêmes moyens que les urbains en termes de sous, de sonnant et trébuchant. On va encore être les parents pauvres de l'histoire. 2, il y a une compétition internationale qui se joue au niveau des métropoles qui est phénoménale en termes d'attractivité pour les entreprises étrangères. Et le travail qui a été fait à la région, notamment par Jérôme Chartier, donc là je loue son action, de définition des pôles d'attractivité, c'est-à-dire des pôles de compétitivité et des pôles d'urbanisation, ça va bien au-delà de la petite couronne. Donc on ne peut pas laisser tout un pan de l'Île-de-France comme ça marcher à une économie différente de celle de la métropole. Donc déjà, le périmètre défini aujourd'hui est contraint. Ils ne peuvent plus faire d'expansion économique, ils ne peuvent plus faire d'expansion démographique. Donc ils vont arriver de toute façon sur la grande couronne. Donc allons-y et faisons, j'en ai discuté avec Valérie Pécresse d'ailleurs, et faisons de l'Île-de-France, qui a quand même beaucoup de territoires verts et agricoles, faisons de l'Île-de-France un pôle d'attractivité de l'agriculture du XXIe siècle avec des technologies innovantes et un pôle d'attractivité environnementale et d'économie verte. Voilà, ça c'est dans les tuyaux de Valérie Pécresse, donc je ne vois pas pourquoi on ne suivrait pas ça. Merci Bruno Millienne d'être venu pour ce 7-8 politique du mois de décembre. On se retrouve en janvier pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. À bientôt.